Tu es renvoyée comme mon assistante, car je te veux comme épouse, dit le millionnaire, abonne-toi à la chaîne. Tu es renvoyée comme mon assistante, car je te veux comme épouse. Le bureau de Julien Moreau occupait tout le dernier étage d'une tour moderne du quartier de la Défense. De là-haut, Paris s'étendait comme une maquette, avec la tour Eiffel qui pointait vers le ciel, telle une aiguille dorée sous le soleil d'avril. Élodie Martin, 28 ans, traversa d'un pas décidé l'immense open space, son carnet serré contre sa poitrine, le regard droit, ignorant les chuchotements qui s'élevaient sur son passage. « Elle va encore se faire massacrer », murmura une voix. Depuis 3 ans qu'elle travaillait comme assistante personnelle de Julien Moreau, PDG du groupe Moreau Investissement, Élodie avait appris à ignorer les rumeurs. À 35 ans, Julien était l'un des hommes d'affaires les plus influents de France, connu pour son intransigeance autant que pour sa fortune colossale. Élodie était la seule qui avait tenu aussi longtemps à ce poste. Peut-être parce qu'elle était la seule à lui tenir tête. Elle frappa à la porte en bois massif. « Entrez », ordonna une voix grave. Julien se tenait debout devant la baie vitrée, les mains dans les poches de son costume impeccable, contemplant la ville. Sans se retourner, il demanda « Le contrat avec les Japonais est signé ?»« Oui, monsieur Moreau. J'ai aussi préparé les documents pour la réunion de demain et confirmé votre dîner avec le ministre. » Il se tourna enfin. Grand, les épaules larges, le visage anguleux, des yeux gris perçants et une présence qui emplissait toute la pièce. Malgré 3 ans de collaboration quotidienne, Élodie ressentait toujours ce pincement au cœur quand leurs regards se croisaient. « Très bien. Asseyez-vous, mademoiselle Martin. » Elle obtempéra, surprise par cette demande inhabituelle. Julien s'assit en face d'elle, posa ses mains à plat sur le bureau et la fixa avec une intensité déstabilisante. « J'ai une nouvelle à vous annoncer. » Quelque chose dans son ton alerta Élodie. Elle se redressa imperceptiblement comme pour se préparer à encaisser un coup. « Je vous écoute, monsieur. Vous êtes renvoyé. » Les mots tombèrent comme des pierres. Élodie cligna des yeux, incapable de réagir pendant quelques secondes. Elle avait toujours fait son travail avec une efficacité redoutable. Jamais un retard, jamais une erreur. Qu'avait-elle fait pour mériter un tel traitement? « Puis-je connaître la raison ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de maintenir professionnelle, malgré la colère qui montait en elle. Julien se leva et fit le tour du bureau. Il s'appuya contre le meuble, juste à côté d'elle, trop près. Son parfum boisé envahit l'espace d'Élodie. « Vous êtes renvoyée comme mon assistante. » Il fit une pause, puis ajouta d'une voix plus basse, « Car je vous veux comme épouse. » Le temps sembla s'arrêter. Élodie crut avoir mal entendu. Elle leva les yeux vers lui, cherchant la trace d'une plaisanterie de mauvais goût. « C'est une blague. Ai-je l'air de plaisanter, Élodie ?» C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. « Vous ne pouvez pas... On ne peut pas... C'est complètement insensé. » balbutia-t-elle en se levant brusquement. « Au contraire, c'est parfaitement logique. Nous nous connaissons depuis 3 ans. Vous êtes intelligente, belle, vous comprenez mon monde. Et je sais que je ne vous suis pas indifférent. Monsieur Moreau... Julien, corrigea-t-il. Je ne peux pas être votre épouse. Je suis votre employé. Plus maintenant. Vous êtes officiellement licencié, avec une indemnité généreuse, bien sûr. » Élodie recula, cherchant désespérément une échappatoire. Était-il devenu fou? Ou était-ce elle qui perdait la raison? Réfléchissez-y, Élodie. Je vous donne une semaine. Si vous refusez, votre lettre de recommandation vous ouvrira toutes les portes. Si vous acceptez, il s'approcha d'elle, effleurant sa joue d'un geste si doux qu'elle en eut le souffle coupé. Si vous acceptez, le monde sera à nos pieds. Puis il retourna à la fenêtre, signifiant que l'entretien était terminé. Élodie sortit du bureau, les jambes tremblantes, l'esprit en ébullition. Le monde qu'elle connaissait venait de basculer en l'espace de quelques minutes. Le petit appartement d'Élodie, niché au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur du Marais, semblait ce soir-là plus exigu que jamais. Elle tournait en rond, son téléphone portable à la main, hésitant à appeler sa meilleure amie. « Sophie, tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui », lança-t-elle dès que son amie décrocha. 20 minutes plus tard, elles étaient attablées au Café des Artistes, un petit bistrot à l'angle de leur rue. Le serveur déposa 2 verres de vin rouge devant elle. « Il t'a demandé en mariage ?» répéta Sophie, les yeux écarquillés. Julien Moreau, le célibataire le plus convoité de Paris, l'homme qui change de compagne comme de chemise? Il ne m'a pas vraiment demandé, il m'a plutôt annoncé, comme s'il décidait d'une fusion-acquisition. Élodie but une grande gorgée de vin. « C'est ridicule, je vais refuser, évidemment. » Sophie l'observa par-dessus son verre. « Es-tu sûre?
Comment ça, suis-je sûr? Bien sûr que je suis sûr. Élodie, tu passes tes journées à anticiper ses besoins, à connaître ses goûts, à défendre ses intérêts. Tu parles de lui constamment. Quand as-tu eu ton dernier rendez-vous galant? Élodie ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Elle ne pouvait pas nier l'étrange connexion qui s'était développée entre elle et Julien au fil des années, cette façon qu'ils avaient de se comprendre sans parler, cette alchimie qui rendait leur collaboration si efficace. C'est mon patron, Sophie. Plus maintenant, apparemment. Et puis, qu'est-ce qu'il sait de moi vraiment? Il connaît l'assistante parfaite, pas la vraie Élodie. Sophie haussa un sourcil sceptique. Tu crois? Il a passé plus de temps avec toi ces 3 dernières années qu'avec n'importe qui d'autre. Il t'a vu stressé, fatigué, déterminé, en colère. Justement, il a vu l'employé modèle, pas la femme que je suis en dehors du bureau. Alors montre-lui qui tu es vraiment. Accepte un rendez-vous, un seul. Qu'as-tu à perdre? Élodie soupira, jouant nerveusement avec son verre. Ma dignité? Ma fierté? Ma carrière? Ta carrière, tu l'as construite par ton talent, pas grâce à lui. Et ta dignité restera intacte si tu poses tes conditions. Le téléphone d'Élodie vibra sur la table. Un message de Julien. Dîner demain soir? Pas en tant que patron, en tant qu'homme qui souhaite vous connaître mieux. J. Élodie fixa l'écran, le cœur battant. Il veut dîner avec moi demain, murmura-t-elle. Et tu vas accepter, affirma Sophie. Je ne sais pas. Élodie Martin, tu as passé 3 ans à organiser la vie de cet homme. Tu connais tous ses secrets. Tu sais comment il prend son café, quelle cravate il porte pour impressionner un client, quel vin il commande selon son humeur. Il est temps de découvrir s'il y a plus que cette étrange symbiose professionnelle entre vous. Le téléphone vibra à nouveau. Je vous envoie mon chauffeur à 20h, sauf si vous préférez prendre un taxi. Le choix vous appartient, comme toujours. J. Élodie sourit malgré elle. Il la connaissait bien, finalement. Il savait qu'elle détestait se sentir contrôlée. D'accord, dit-elle en tapant rapidement une réponse. Un dîner, mais à mes conditions. Elle envoya « Je viendrai par mes propres moyens. Dites-moi où et quand. » La réponse fut immédiate. 20h30. L'Ambroisie, place des Vosges. J'ai hâte. J. L'Ambroisie. 3 étoiles au Michelin. L'un des restaurants les plus exclusifs de Paris. Il ne plaisantait pas. Il m'emmène à l'Ambroisie, dit-elle à Sophie, qui siffla d'admiration. Tu vois, il te courtise dans les règles. Maintenant, la vraie question, que vas-tu porter? Élodie sentit une vague de panique la submerger. Que portait-on pour un premier rendez-vous avec l'homme qui venait de vous licencier pour vous épouser? Je n'ai rien à me mettre. Sophie sourit, amusée par cette soudaine préoccupation très féminine de son amie, d'ordinaire si pragmatique. Ne t'inquiète pas. Je connais exactement la boutique qu'il nous faut. Alors qu'elle quittait le café, Élodie ne pouvait s'empêcher de penser que sa vie venait de prendre un tournant aussi inattendu qu'inquiétant. Demain soir, pour la première fois, elle serait face à Julien Moreau non plus comme son assistante, mais comme une femme libre de ses choix. Et cette perspective l'effrayait autant qu'elle l'excitait. La boutique que Sophie avait choisie se trouvait rue Saint-Honoré, nichée entre 2 grandes enseignes de luxe, une discrète devanture noire, une simple plaque dorée indiquant « Madame Lenoir » et une porte que l'on n'ouvrait que sur recommandation. « Comment connais-tu cet endroit ?» demanda Élodie, impressionnée par l'élégance austère du lieu. « J'ai habillé une cliente pour son mariage ici. Madame Lenoir est une magicienne. Elle saura exactement ce qu'il te faut. » À peine entrées, elles furent accueillies par une femme d'une 60aine d'années, mince comme un fil, vêtue d'un tailleur noir impeccable, les cheveux gris coupés au carré. « Mademoiselle Dumas, quel plaisir de vous revoir, » dit-elle à Sophie. Son regard perçant se posa sur Élodie, l'évaluant de la tête aux pieds. « Et voici votre amie qui a besoin de mes services. »« Élodie Martin, » se présenta-t-elle, en tendant la main. « Je cherche une robe pour un dîner important. »« C'est à l'Ambroisie, » précisa Sophie, « avec Julien Moreau. » Le nom fit hausser un sourcil à Madame Lenoir. « Je vois, suivez-moi. » Pendant l'heure qui suivit, Élodie essaya plusieurs robes, chacune plus belle que la précédente, mais aucune ne semblait convenir parfaitement selon Madame Lenoir qui murmurait des « non pas assez » ou « trop évident » à chaque nouvelle tenue. Finalement, la couturière disparut dans l'arrière-boutique et revint avec une housse. « Celle-ci n'est pas encore en vitrine. Je l'ai terminée hier. » Elle en sortit une robe d'un bleu profond, presque noir, d'une simplicité trompeuse. Le tissu fluide tombait en drapés élégants, révélant les épaules et enlaçant la taille dans une étreinte soyeuse.
Quand Élodie l'enfila, le silence qui s'installa dans la cabine fut éloquent. « C'est celle-là », déclara Madame Lenoir avec un sourire satisfait. Élodie se regarda dans le miroir. La robe la transformait. Elle n'était plus l'assistante efficace en tailleur strict, mais une femme mystérieuse, élégante sans ostentation, séduisante sans vulgarité. « Combien ?» demanda-t-elle, craignant déjà la réponse. Le prix que Madame Lenoir annonça fit pâlir Élodie. C'était presque un mois de son salaire. Mais avant qu'elle ne puisse protester, Sophie intervint. « Nous la prenons. Sophie, je ne peux pas. Considère que c'est un investissement dans ton avenir. Et puis, si ce dîner est un désastre, tu pourras toujours la reporter pour un entretien chez Vuitton ou Chanel, » plaisanta son ami. De retour à son appartement, Élodie passa des heures à se préparer, oscillant entre excitation et appréhension. Elle choisit de porter ses cheveux châtains en un chignon lâche, laissant quelques mèches encadrer son visage. Un maquillage léger, des boucles d'oreilles en argent héritées de sa grand-mère, et le parfum qu'elle ne portait que pour les grandes occasions. À 20 heures précises, elle descendit les escaliers de son immeuble et héla un taxi. Il était hors de question qu'elle arrive en retard, mais il était tout aussi important qu'elle arrive par ses propres moyens. Leur nouvelle relation, quelle qu'elle soit, commencerait sur un pied d'égalité. Le taxi la déposa place des Vosges à 20h25. Elle traversa la place, admirant la symétrie parfaite des façades en briques roses et pierres blanches qui entouraient le square central. L'Ambroisie se trouvait au numéro 9, discret dans sa splendeur classique. Devant la porte, elle prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis 3 ans, elle allait voir Julien Moreau non pas comme son patron, mais comme un homme qui prétendait vouloir partager sa vie. Mademoiselle Martin l'accueillit le maître d'hôtel. « Monsieur Moreau vous attend. » Il la conduisit à travers les salons ornés de boiseries dorées et de tableaux de maître, jusqu'à une table isolée près d'une fenêtre donnant sur la place illuminée. Julien se leva à son approche. Il portait un costume sombre, sans cravate, avec une chemise blanche entr'ouverte qui lui donnait un air moins austère que d'habitude. Ses yeux s'élargirent légèrement lorsqu'il la vit dans sa robe bleue. « Vous êtes magnifique, » dit-il simplement. « Merci. Vous n'êtes pas mal non plus. » Il sourit, visiblement amusé par sa répartie. « J'ai pris la liberté de commander le champagne. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient ?»« Aucun, à condition que nous soyons d'accord qu'il ne s'agit pas d'un champagne de célébration. Et que célébrerions-nous? Mon licenciement? Ou peut-être vos fiançailles imaginaires ?» Il rit franchement cette fois. « Je vois que vous n'avez pas perdu votre franc-parler en quittant le bureau. J'en suis ravi. C'est l'une des qualités que j'apprécie le plus chez vous. » Le sommelier arriva avec une bouteille de Dom Pérignon. Quand les flûtes furent remplies et qu'ils se retrouvèrent seuls, Julien leva son verre. « À notre premier dîner en dehors du cadre professionnel. » Élodie hésita puis leva son verre à son tour. « À la folie qui semble vous avoir saisi et à ma curiosité qui m'a amené ici ce soir. » Ils burent en silence, s'observant par-dessus le cristal de leur verre. Élodie savait que cette soirée allait être décisive, d'une manière ou d'une autre. Le menu dégustation de l'Ambroisie était un voyage culinaire en 12 étapes, chaque plat plus exquis que le précédent. Élodie savourait chaque bouchée, consciente du privilège d'être dans ce temple de la gastronomie française. Mais plus que la nourriture, c'était la conversation qui la surprenait. Julien Moreau, l'homme d'affaires implacable, avait laissé place à un interlocuteur passionnant, cultivé et, chose incroyable, drôle. Il lui raconta son enfance à Lyon, fils d'un petit entrepreneur, qui lui avait transmis sa passion pour les affaires, mais aussi pour la littérature. Il évoqua ses années d'études, ses débuts difficiles, les échecs qui avaient précédé ses succès. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de tout cela au bureau ?» demanda Élodie après qu'il eut partagé une anecdote particulièrement touchante sur sa mère, professeure de musique, qui avait sacrifié sa carrière pour l'élever. « Au bureau, je suis Julien Moreau, PDG. Je ne peux pas me permettre de montrer mes faiblesses ou mes doutes. Et qui êtes-vous ce soir ?» Il la regarda intensément. Juste Julien, un homme qui admire profondément la femme assise en face de lui. Élodie sentit ses joues s'empourprer. « Vous savez que c'est complètement fou, n'est-ce pas, cette proposition? Qu'y a-t-il de fou à vouloir épouser la femme qui me comprend mieux que quiconque? Mais enfin, on ne se marie pas comme ça. On se fréquente, on apprend à se connaître, Nous nous connaissons depuis 3 ans, Élodie. Vous avez été à mes côtés dans les moments les plus cruciaux de ma vie professionnelle. Vous connaissez mes habitudes, mes goûts, mes humeurs. Et je connais votre intelligence, votre loyauté, votre intégrité. Qu'est-ce qu'une relation amoureuse traditionnelle nous apprendrait de plus? L'amour, peut-être?
lança-t-elle, déstabilisée par sa logique imparable. On ne se marie pas par commodité ou par admiration mutuelle. Un éclair de douleur traversa le regard de Julien. Vous pensez que je ne vous aime pas? La question l'a pris au dépourvu. Comment pouvait-il prétendre l'aimer, alors qu'il n'avait jamais montré le moindre signe d'intérêt romantique en 3 ans? Je pense que vous confondez dépendance professionnelle et sentiment amoureux, répondit-elle doucement. Julien posa sa fourchette et se pencha vers elle. Vous vous trompez. Je sais exactement ce que je ressens. La question est plutôt, que ressentez-vous, vous? Élodie détourna le regard. Que ressentait-elle vraiment pour cet homme qui avait été le centre de sa vie professionnelle pendant si longtemps? Il y avait eu des moments, bien sûr, des regards échangés, des frôlements accidentels qui avaient envoyé des décharges électriques dans tout son corps. Cette façon qu'il avait de prononcer son nom parfois, comme une caresse, mais de là à parler d'amour, je ne sais pas, admit-elle finalement. Tout ceci est trop soudain. Il hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. C'est pourquoi je vous ai donné une semaine, mais je voudrais vous faire une proposition pour cette semaine. Je vous écoute. Passez ces 7 jours avec moi. Pas au bureau, pas comme mon assistante, comme mon invitée. Apprenons à nous connaître dans un contexte différent, et à la fin de cette semaine, vous me donnerez votre réponse. Élodie le dévisagea, cherchant le piège dans cette proposition. Vous voulez que je passe une semaine entière avec vous? Je pars demain pour ma villa en Provence, une affaire à régler à Aix, puis quelques jours de repos que j'avais planifiés depuis longtemps. Venez avec moi. En Provence? Mais Vous n'avez plus d'obligations professionnelles, rappelez-vous. Vous êtes libre. Cette liberté soudaine était vertigineuse. Pendant 3 ans, son emploi du temps avait été dicté par celui de Julien. Et maintenant, il lui proposait de l'accompagner. Non plus comme son assistante, mais comme... Vous aurez votre propre chambre, bien sûr, ajouta-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées. Je ne vous demande rien d'autre que votre présence et votre honnêteté. Le dessert arriva, un chef-d'œuvre architectural au chocolat que le chef avait spécialement conçu pour eux. Élodie y goûta distraitement, l'esprit toujours occupé par cette proposition extraordinaire. « Pourquoi devrais-je accepter ?» demanda-t-elle finalement. Julien sourit, ce sourire rare qui transformait son visage habituellement sérieux en celui d'un homme étonnamment vulnérable. « Parce que vous êtes curieuse. Parce que vous vous demandez si l'homme que vous découvrez ce soir est réel ou juste une façade. Parce que, malgré votre méfiance légitime, vous sentez qu'il y a quelque chose entre nous qui mérite d'être exploré. » Il avait raison, et cela l'agaçait autant que cela la fascinait. Comment pouvait-il la cerner avec tant de précision? Et si je refuse? Alors je respecterai votre décision. Vous recevrez une lettre de recommandation dithyrambique et une indemnité généreuse, et je passerai le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu être. Le maître d'hôtel s'approcha discrètement. « Monsieur Moreau, votre voiture est avancée. » Julien remercia d'un signe de tête, puis reporta son attention sur Élodie. « Je pars demain à midi de l'héliport de Paris. Si vous venez, vous me rendrez le plus heureux des hommes. Si vous ne venez pas, eh bien j'aurai eu la chance de partager ce dîner avec vous. » Il se leva, contourna la table et tira sa chaise pour l'aider à se lever. Lorsqu'elle fut debout, il se pencha légèrement et déposa un baiser aussi léger qu'une plume sur sa joue. « Quelle que soit votre décision, sachez que ces 3 années à vos côtés ont été les plus productives et les plus agréables de ma carrière. » Dehors, une Bentley noire attendait. Le chauffeur ouvrit la portière. « Puis-je vous raccompagner ?» proposa Julien. Élodie secoua la tête. « Non, merci, j'ai besoin de marcher un peu pour réfléchir. » Il acquiesça, respectant sa décision. « Bonne nuit, Élodie. J'espère vous voir demain. » Alors qu'il montait dans la voiture, elle ne put s'empêcher de demander. « Pourquoi moi, Julien? Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. » Il la regarda une dernière fois, ses yeux gris assombris par l'émotion. « Parce que vous êtes la seule qui me voit telle que je suis vraiment. La seule qui n'a jamais eu peur de me dire la vérité. Et peut-être, au fond, la seule que je n'arrive pas à impressionner. Ça vous rend irremplaçable. » La voiture s'éloigna, laissant Élodie seule sur la place des Vosges, le cœur battant et l'esprit en ébullition. La nuit promettait d'être longue, remplie de questions sans réponse et de possibilités vertigineuses. L'aube se levait sur Paris quand Élodie prit finalement sa décision. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit allongée sur son lit, fixant le plafond où dansaient les ombres des voitures qui passaient occasionnellement dans la rue. Sophie avait insisté pour qu'elle accepte l'invitation de Julien. « C'est l'aventure d'une vie », avait-elle argumenté lors de leur appel téléphonique nocturne.
Et s'il se révèle être un monstre d'égoïsme, tu reviendras plus forte et avec une belle indemnité. Mais ce n'était pas si simple. Élodie avait travaillé dur pour se construire une réputation dans le milieu des affaires. Si elle partait en Provence avec Julien, qu'en penserait le reste du personnel de Moreau Investissement? Elle serait cataloguée comme celle qui a couché pour réussir, même si ce n'était pas le cas, même si elle refusait finalement sa proposition de mariage. D'un autre côté, la soirée à l'Ambroisie lui avait révélé un Julien qu'elle ne connaissait pas, un homme cultivé, attentif, capable d'autodérision, l'antithèse du patron autoritaire qu'elle côtoyait quotidiennement. Était-ce une façade, ou avait-elle enfin aperçu l'homme derrière le masque du PDG? À 6 heures du matin, elle se leva et prit une douche brûlante. En s'habillant, elle croisa son reflet dans le miroir. Ses yeux, d'un vert intense, brillaient d'une détermination nouvelle. « Une semaine », murmura-t-elle à son reflet. « Juste une semaine pour savoir. » À 8h30, elle appela un taxi. Sa valise était prête, légère, comme pour se ménager une porte de sortie rapide si nécessaire. Elle avait opté pour des vêtements simples mais élégants, adaptés à la douceur printanière de la Provence. L'héliport de Paris, situé à la périphérie de la ville, était un petit bâtiment moderne entouré de pelouses impeccables où plusieurs hélicoptères étaient stationnés. Quand son taxi s'arrêta devant l'entrée, il était 11h45. Élodie paya la course et descendit, sa valise à la main, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait pas prévenu Julien de sa décision. Une partie d'elle espérait presque qu'il soit déjà parti, la libérant de ce choix vertigineux. À l'accueil, une réceptionniste souriante leva les yeux vers elle. « Je peux vous aider, madame ? Je suis attendue par monsieur Moreau. » Le visage de la femme s'éclaira. « Mademoiselle Martin ? Bien sûr. Monsieur Moreau a laissé des instructions. Il est déjà sur la piste. Si vous voulez bien me suivre. » Élodie emboîta le pas à la réceptionniste qui la conduisit à travers une porte vitrée donnant sur le tarmac. Au loin, elle aperçut un hélicoptère blanc et bleu, ses pales immobiles pour l'instant. Devant l'appareil se tenait Julien, en conversation avec le pilote. Il portait un jean et une chemise bleu ciel, une tenue décontractée qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Quand il se tourna et l'aperçut, son visage s'illumina d'un sourire qui fit vaciller toutes les certitudes d'Élodie. Il s'avança vers elle d'un pas vif. « Vous êtes venu, dit-il simplement comme s'il n'osait pas y croire. « J'ai décidé de vous accorder cette semaine, répondit-elle, maintenant une distance professionnelle dans sa voix. Mais cela ne signifie pas que... Je sais, l'interrompit-il doucement. Pas de présomption. Juste une semaine pour apprendre à nous connaître autrement. Il fit signe à un employé qui s'empressa de prendre la valise d'Élodie pour la charger dans l'hélicoptère. « Avez-vous déjà volé en hélicoptère ?» demanda Julien. Élodie secoua la tête. « Première fois. Vous verrez, c'est une expérience unique. On survole la France d'une manière que peu de gens ont la chance de connaître. » Il lui tendit la main pour l'aider à monter à bord. Après une hésitation, elle la prit. Sa paume était chaude et ferme contre la sienne. L'intérieur de l'hélicoptère était luxueux, avec 4 sièges en cuir beige disposés face à face. Julien s'installa en face d'elle, tandis que le pilote prenait place aux commandes. « Prête ?» demanda Julien en lui tendant un casque anti-bruit. Elle acquiesça, mettant le casque qui lui permettrait de communiquer pendant le vol. Quelques minutes plus tard, les pales commencèrent à tourner, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, créant un bruit assourdissant que le casque atténuait considérablement. L'hélicoptère s'éleva dans les airs avec une fluidité surprenante. En quelques instants, ils survolèrent Paris, la Seine serpentant comme un ruban argenté à travers la ville, la tour Eiffel semblant les saluer au passage. « C'est magnifique », souffla Élodie, oubliant momentanément ses appréhensions. « Attendez de voir la Provence vue d'en haut », promit Julien, visiblement heureux de sa réaction. Pendant les 2 heures de vol, ils discutèrent peu, préférant admirer le paysage qui défilait sous eux. Les banlieues parisiennes laissèrent place aux champs verdoyants de la Beauce, puis aux collines boisées du Massif central, et enfin aux premiers contreforts des Alpes. Puis, comme dans un rêve, la Provence se dévoila sous leurs yeux. Un patchwork de vignobles, de champs de lavande encore vertes à cette saison, de villages perchés sur des collines et d'oliveraies argentées. Au loin, la Méditerranée scintillait sous le soleil de midi. « Nous arrivons », annonça Julien, alors que l'hélicoptère amorçait sa descente vers une propriété isolée, nichée au cœur des collines, à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence. Vue d'en haut, la villa de Julien ressemblait plus à un petit domaine, une bastide provençale aux murs ocres, entourée de cyprès et de pins parasols,
avec une piscine à débordement qui semblait se fondre dans le paysage environnant. L'hélicoptère se posa en douceur sur une aire d'atterrissage aménagée à l'écart de la maison. À peine les pales s'étaient-elles arrêtées qu'un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume simple mais élégant, s'approcha pour les accueillir. « Bonjour, monsieur. La maison est prête, comme vous l'aviez demandé. »« Merci, Antoine. Voici Mademoiselle Martin, mon invitée. »« Mademoiselle, bienvenue au Mât des Oliviers », la salua Antoine avec une politesse empreinte de chaleur méridionale. Élodie le remercia d'un sourire. Antoine était visiblement l'intendant du domaine, et son accueil courtois la mit immédiatement à l'aise. « J'ai fait préparer la suite bleue pour mademoiselle, comme vous l'aviez indiqué », continua Antoine à l'attention de Julien. Ce dernier acquiesça puis se tourna vers Élodie. « Vous devez être fatigué après ce vol. Antoine va vous montrer votre chambre. Nous déjeunerons sur la terrasse dans 1 heure, si cela vous convient. »« Parfait, » répondit-elle, reconnaissante pour ce moment de répit qui lui permettrait de se ressaisir et de prendre pleinement conscience de la situation dans laquelle elle s'était engagée. Alors qu'elle suivait Antoine vers la Bastide, Élodie ne put s'empêcher de se retourner. Julien était resté près de l'hélicoptère, en conversation avec le pilote. Sous le soleil de Provence, dans ce cadre idyllique, il semblait différent, plus détendu, plus authentique peut-être. « 1 semaine, se répéta-t-elle intérieurement. 1 semaine pour découvrir qui était vraiment Julien Moreau, et surtout pour comprendre ce qu'elle ressentait pour lui. La suite bleue méritait pleinement son nom. Les murs étaient peints dans un bleu pâle, évoquant le ciel provençal, les rideaux et le couvre-lit dans un bleu plus profond, rappelant la Méditerranée. De grandes fenêtres donnaient sur une vue à couper le souffle, les collines ondulantes couvertes d'oliviers et de vignes, et au loin, les toits rouges d'un village perché. « C'est magnifique », murmura Élodie, s'approchant de la fenêtre. « Monsieur Moreau a personnellement supervisé la décoration de cette suite l'année dernière », expliqua Antoine, en déposant sa valise sur un portant en bois clair. « Le déjeuner sera servi sur la terrasse sud dans 1 heure. Avez-vous besoin d'autre chose, mademoiselle ?»« Non, merci beaucoup, Antoine. » Quand l'intendant fut parti, Élodie s'assit sur le lit, accablée par le luxe qui l'entourait. La salle de bain attenante était entièrement en marbre blanc veiné de bleu, avec une baignoire assez grande pour 2 personnes et une douche à l'italienne. Sur la coiffeuse, elle trouva un assortiment de produits de beauté de grande marque, soigneusement disposés. Tout avait été prévu pour son confort, comme si Julien avait été certain qu'elle accepterait son invitation. Cette pensée l'irrita légèrement. Était-il si sûr de lui, ou bien préparait-il cette chambre pour toutes ses invités? Cette idée lui noua l'estomac. Combien de femmes avaient séjourné ici avant elle? Combien avaient succombé au charme de ce cadre idyllique et aux attentions de Julien? Elle ouvrit sa valise et commença à ranger ses affaires, constatant avec un certain malaise que les vêtements qu'elle avait apportés semblaient bien modestes dans ce décor somptueux. Elle choisit finalement une robe légère, couleur crème, simple mais élégante, et refit rapidement son maquillage. À 13 heures précises, elle descendit l'escalier en pierre qui menait au rez-de-chaussée. La maison était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, avec de hauts plafonds à poutres apparentes, des sols en terre cuite et des meubles anciens qui contrastaient harmonieusement avec quelques pièces de design contemporain. Elle suivit les indications d'Antoine jusqu'à la terrasse sud, une vaste étendue d'allées ombragée par une pergola couverte de glycines en fleurs. Une table était dressée pour 2 sous la pergola, avec une vue imprenable sur les jardins en contrebas. Julien l'attendait, debout près de la balustrade, contemplant le paysage. Il s'était changé et portait maintenant un pantalon de lin clair et une chemise blanche qui accentuait son bronzage. En l'entendant approcher, il se retourna et sourit. « Cette robe vous va à merveille », dit-il en s'avançant pour lui tenir une chaise. « Merci », répondit-elle simplement, s'asseyant avec une grâce qui cachait sa nervosité. Un serveur qu'elle n'avait pas encore rencontré apparut aussitôt, portant une bouteille de vin rosé qu'il présenta à Julien. « Un château Minuti, cuvée prestige », annonça-t-il, « comme monsieur l'a demandé. » Julien approuva d'un signe de tête et le serveur remplit leur verre avant de se retirer discrètement. « À votre arrivée en Provence », déclara Julien en levant son verre. Élodie trinqua avec lui, goûtant le vin qui était frais et délicieusement fruité. « Votre propriété est splendide », commenta-t-elle, cherchant un sujet de conversation neutre. « Depuis combien de temps l'avez-vous ?»« 5 ans. C'était une vieille bastide en ruine quand je l'ai achetée. J'ai passé 2 ans à la restaurer. Vous venez souvent ici ? Pas autant que je le voudrais. Quelques week-ends par an et 2 semaines en été.
Le serveur revint avec leurs entrées. Des légumes provençaux grillés accompagnés de tapenades et de pain frais. « Vous avez un chef à demeure » s'étonna Élodie. « Philippe est là quand je viens. Il travaille habituellement à Aix, dans un restaurant étoilé, mais il apprécie ses parenthèses ici. Il a carte blanche pour créer les menus. » Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, savourant la fraîcheur et la qualité des produits. « Puis-je vous poser une question directe, Julien » demanda finalement Élodie. « Bien sûr. Combien de femmes avez-vous invitées ici ?» Il la regarda droit dans les yeux, sans la moindre gêne. « Aucune. Je ne vous crois pas. C'est pourtant la vérité. Ma famille est venue, quelques amis proches, des associés pour des week-ends de travail, mais aucune femme, pas de la façon dont vous l'entendez. » Sa réponse la troubla. Elle s'était préparée à une réponse évasive, pas à cette affirmation catégorique. « Pourquoi moi alors? Pourquoi maintenant ?» Julien reposa sa fourchette et prit une gorgée de vin avant de répondre. « Il y a 6 mois, j'ai eu ce problème cardiaque. Un petit incident, rien de grave, mais suffisant pour me faire réfléchir. » Élodie hocha la tête. Elle se souvenait parfaitement de cet épisode. Julien avait été hospitalisé pendant 2 jours après un malaise en pleine réunion. Elle avait réorganisé tout son agenda, géré les inquiétudes du conseil d'administration et veillé à ce que la nouvelle ne s'ébruite pas trop pour ne pas affecter les actions du groupe. Le médecin m'a dit que c'était un avertissement, que je travaillais trop, que je négligeais ma vie personnelle. Et il avait raison. J'ai bâti un empire, mais pour qui? Je n'ai personne avec qui le partager. Et vous avez pensé à moi? J'ai pensé à la personne qui s'est tenue à mes côtés pendant cette épreuve, qui a géré ma vie professionnelle avec une efficacité redoutable tout en veillant discrètement à mon bien-être, qui m'a apporté des livres à l'hôpital en sachant exactement ce qui me plairait, qui a eu le courage de me dire, quand je voulais reprendre le travail trop tôt, que j'étais un idiot suicidaire. Élodie sourit malgré elle, au souvenir de cette confrontation. Peu de personnes osaient parler ainsi à Julien Moreau. « J'ai commencé à vous regarder différemment, » continua-t-il, « à voir la femme derrière l'assistante, et j'ai réalisé que vous étiez exactement ce qui manquait à ma vie. Une assistante efficace ?» ironisa-t-elle mal à l'aise face à cette déclaration. « Une partenaire », corrigea-t-il doucement, « quelqu'un qui me comprend, qui partage mes intérêts, qui n'a pas peur de me dire la vérité, quelqu'un avec qui je peux être moi-même. » Le plat principal arriva, un loup grillé accompagné de légumes de saison et d'une émulsion aux herbes. L'arrivée du serveur offrit à Élodie un moment de répit bienvenu. Ces révélations la troublaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Et qu'attendez-vous de moi exactement ?» demanda-t-elle une fois le serveur parti. « Que je devienne votre épouse trophée, que je vous donne des héritiers, que je vous accompagne dans les dîners mondains en souriant aux photographes ?» Julien éclata de rire. « Si c'était ce que je cherchais, j'aurais choisi quelqu'un de plus docile que vous, Élodie. Non, ce que j'attends, c'est que vous soyez vous-même, exactement comme vous l'avez toujours été, brillante, franche, passionnée, mais à mes côtés, pas derrière un bureau. » Le repas se poursuivit, la conversation dérivant vers des sujets moins personnels. Julien lui parla de l'histoire de la région, des vignobles environnants, de ses projets de plantation d'oliviers biologiques. Élodie l'écoutait, surprise par sa connaissance approfondie de l'agriculture locale. Le dessert, une tarte aux abricots accompagnée d'une glace au thym, fut suivi d'un café servi dans le salon adjacent à la terrasse. « J'ai un rendez-vous à Aix cet après-midi », annonça Julien en consultant sa montre. « Une affaire que je dois régler en personne. Je serai de retour pour le dîner. En attendant, sentez-vous libre d'explorer le domaine. Antoine peut vous faire visiter si vous le souhaitez. Je pense que je vais me promener un peu seul, si ça ne vous dérange pas. » « Pas du tout. Cette maison est la vôtre pendant cette semaine. » Il se leva, hésita un instant, puis se pencha pour déposer un baiser léger sur sa joue. « À ce soir, Élodie. » Après son départ, elle resta un moment dans le salon, laissant son esprit assimiler tout ce qui s'était passé depuis la veille. La proposition insensée de Julien, ce voyage impromptu en Provence, ses révélations au déjeuner. Décidant de profiter de sa solitude pour explorer les lieux, elle sortit par une porte latérale qui donnait sur un sentier serpentant à travers les oliviers. L'air était embaumé du parfum des herbes de Provence, thym, romarin, lavande, qui poussaient en bordure du chemin. Marchant lentement sous le soleil filtré par les branches des oliviers centenaires, Élodie se demanda si elle n'était pas en train de vivre un rêve éveillé, ou peut-être un piège doré dont elle ne mesurait pas encore toutes les implications. Une chose était certaine, le Julien Moreau qu'elle découvrait ici, dans cette lumière provençale, était bien différent de l'homme qu'elle croyait connaître, et cette découverte l'effrayait autant qu'elle la fascinait.
Élodie passa l'après-midi à explorer le domaine, découvrant à chaque détour de nouvelles merveilles. Un petit potager entretenu avec soin où poussaient tomates, aubergines et courgettes, un verger d'abricotiers dont les fruits commençaient tout juste à mûrir, et même un petit étang bordé de saules pleureurs où nageaient paisiblement quelques canards. En fin d'après-midi, alors que la chaleur commençait à retomber, elle s'assit sur un banc en pierre à l'ombre d'un olivier centenaire. De là, elle pouvait admirer la Bastide qui se détachait, ocre et majestueuse sur fond de ciel bleu. Comment un homme aussi occupé que Julien Moreau avait-il pu créer un havre de paix aussi parfait? Elle fut tirée de sa rêverie par l'arrivée discrète d'Antoine. « Pardonnez-moi de vous déranger, mademoiselle. Monsieur Moreau vient d'appeler. Il sera un peu en retard ce soir et vous présente ses excuses. Le dîner sera servi à 20h sur la terrasse ouest. Merci, Antoine. » L'intendant hésita un instant avant d'ajouter « Si je peux me permettre, mademoiselle, la lumière du coucher de soleil est particulièrement belle sur la terrasse ouest. Vous pourriez l'admirer en attendant, monsieur. » Élodie le remercia de cette suggestion et décida de regagner la Bastide pour se rafraîchir avant le dîner. Dans sa suite, elle trouva une surprise. Sur le lit était déposée une boîte plate, enveloppée d'un ruban bleu. Une carte l'accompagnait, sur laquelle Julien avait simplement écrit « Pour ce soir ». Elle ouvrit la boîte avec une curiosité mêlée d'appréhension. À l'intérieur, délicatement posée sur un lit de papier de soie, se trouvait une robe longue, en soie sauvage, d'un bleu profond. En la soulevant, Élodie constata qu'elle était exactement à sa taille. Cette attention la mit mal à l'aise. D'un côté, le geste était délicat, et la robe, magnifique. D'un autre, il y avait quelque chose de présomptueux à lui offrir un vêtement, comme si ses propres tenues n'étaient pas assez élégantes pour ce cadre. Après une longue hésitation, elle décida finalement de l'essayer. La robe lui allait parfaitement, épousant ses formes sans être trop moulante, révélant ses épaules et son dos, tout en restant d'une élégance discrète. Devant le miroir, elle fut forcée d'admettre que Julien avait fait preuve d'un goût impeccable. À 19h45, vêtue de la robe bleue, ses cheveux relevés en un chignon lâche, elle descendit vers la terrasse ouest, suivant les indications d'Antoine. En arrivant, elle s'arrêta net, stupéfaite par le spectacle qui s'offrait à elle. La terrasse, plus petite et plus intime que celle où ils avaient déjeuné, surplombait la vallée et offrait une vue imprenable sur le soleil couchant qui embrasait le ciel de teintes orangées et violettes. Une table avait été dressée pour deux, éclairée par des bougies protégées par des photophores en verre. Des lanternes suspendues aux branches des arbres environnants ajoutaient à l'atmosphère féerique. « C'est époustouflant », murmura-t-elle. « Pas autant que vous dans cette robe. » Elle se retourna, surprise. Julien venait d'arriver, silencieux comme une ombre. Il portait un costume bleu nuit, sans cravate, qui lui donnait une allure à la fois élégante et décontractée. « Ta robe me va bien, admit-elle, mais j'aurais préféré que vous me demandiez mon avis avant de me l'offrir. » Il inclina légèrement la tête, acceptant la critique. « Vous avez raison. Veuillez accepter mes excuses. J'ai vu cette robe à Aix cet après-midi et je n'ai pas résisté à l'envie de vous l'offrir. Mais j'aurais dû respecter votre indépendance. » Cette réponse, dénuée de justification ou de contre-attaque, la désarma. Le Julien Moreau qu'elle connaissait au bureau n'admettait jamais aussi facilement ses torts. « Excuses acceptées », dit-elle avec un léger sourire. Il lui tendit le bras pour la conduire à la table, un geste étrangement suranné qui la fit sourire intérieurement. Ils s'installèrent face à face, le soleil couchant offrant un spectacle naturel de toute beauté en arrière-plan. Un serveur différent de celui du déjeuner apparut avec une bouteille de champagne. « Pour célébrer votre première soirée au Mas des Oliviers », expliqua Julien en levant son verre. « Vous semblez avoir tout prévu », observa Élodie. « J'essaie simplement de vous offrir ce que vous méritez. Et qu'est-ce que je mérite, selon vous ?» Il la regarda droit dans les yeux avec une intensité qui la troubla. « Le meilleur. Une vie à la hauteur de votre intelligence et de votre sensibilité. Des expériences qui vous enrichissent. Des défis à votre mesure. Et vous pensez pouvoir m'offrir tout cela? Je pense que nous pourrions le construire ensemble. » Le dîner commença par une mise en bouche raffinée. Un gazpacho de tomates anciennes, servi dans une verrine, suivi d'une salade de homard aux agrumes. Chaque plat était une œuvre d'art culinaire, un équilibre parfait de saveurs et de textures. Pendant le repas, la conversation prit un tour plus personnel. Julien lui parla de son enfance à Lyon, de son père entrepreneur qui lui avait transmis le goût des affaires, mais aussi de la littérature. Il lisait du Balzac et du Zola à ses heures perdues.
Il disait que ses romans lui apprenaient plus sur la nature humaine que tous les manuels de management. Et votre mère? Une ombre passa sur le visage de Julien. Elle nous a quittés quand j'avais 10 ans, pour suivre un musicien italien. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Cette absence m'a forgé. Élodie comprit soudain pourquoi Julien avait toujours maintenu une distance émotionnelle avec ses collaborateurs et probablement avec les femmes qui avaient traversé sa vie. Cette blessure d'enfance avait laissé des traces profondes. « Et vous ?» demanda-t-il. « Votre famille ?» Elle lui parla de ses parents, enseignants tous les deux, de son enfance dans une petite ville de Normandie, de son frère aîné ingénieur au Canada. « Ils sont fiers de vous ?» À leur façon. Ils ne comprennent pas vraiment mon monde. Pour eux, travailler dans la finance, c'est un peu pactiser avec le diable. Il rit à cette remarque. « Et que pense-t-il de votre diabolique patron ?»« Ils ne vous ont jamais rencontré, rappela-t-elle. Mais d'après ce que je leur ai raconté, ils vous imaginent comme un mélange de Gordon Gekko et de Miranda Priestly. Aïe, pas très flatteur. Je n'ai pas toujours été tendre dans mes descriptions. J'imagine. Le plat principal arriva, un carré d'agneau en croûte d'herbe, accompagné de légumes de saison et d'une purée truffée. Le vin, un Châteauneuf du Pape, était parfaitement accordé. Puis-je vous demander quelque chose de personnel, Élodie? Essayez toujours. Pourquoi n'y a-t-il personne dans votre vie? Une femme, comme vous. Elle le coupa d'un geste. Qui vous dit qu'il n'y a personne? Il la regarda, visiblement pris au dépourvu. J'ai supposé... Vous avez supposé, répéta-t-elle, savourant sa confusion. C'est révélateur, non? Y a-t-il quelqu'un? Demanda-t-il finalement, une pointe d'inquiétude dans la voix. Elle sourit. Non, mais j'aurais pu. Et vous n'avez jamais pensé à me le demander pendant ces 3 années. Vous avez raison, admit-il. J'ai toujours considéré que votre vie personnelle ne me regardait pas, tant qu'elle n'interférait pas avec votre travail. Et maintenant, elle vous intéresse soudainement? Maintenant, tout ce qui vous concerne m'intéresse. La sincérité de sa réponse la désarma à nouveau. Elle détourna le regard vers le paysage nocturne, cherchant à masquer son trouble. « Pour répondre à votre question, dit-elle finalement, il n'y a personne parce que mon travail ne me laissait pas le temps d'entretenir une relation sérieuse. À cause de moi, donc. En partie. Mais c'était mon choix. J'ai toujours privilégié ma carrière. Et maintenant ?» La question flotta entre eux, chargée d'implication. Élodie but une gorgée de vin, gagnant quelques secondes pour réfléchir. « Maintenant, je suis à un carrefour. Et je ne sais pas encore quelle direction prendre. » Le dessert fut servi, une pavlova aux fruits rouges, légère et délicate. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, puis Julien reprit la parole. « J'ai une proposition à vous faire pour demain. Je vous écoute. J'ai une réunion importante à Aix dans la matinée. L'après-midi, je suis libre. J'aimerais vous emmener visiter quelques endroits que j'apprécie particulièrement dans la région. Une sortie touristique? Plutôt un partage. Ces lieux signifiaient beaucoup pour moi. J'aimerais vous les faire découvrir. » Élodie réfléchit un instant. Découvrir les lieux qui touchaient Julien serait une façon de mieux le connaître, de voir ce qui se cachait derrière le masque du PDG implacable. « J'accepte, » dit-elle finalement. Il sourit, visiblement heureux de sa réponse. Le dîner se termina par un cognac servi dans le petit salon adjacent à la terrasse. Assis dans des fauteuils profonds face à la baie vitrée qui donnait sur la nuit étoilée, ils discutèrent de littérature, de cinéma, de leurs goûts et dégoûts en matière d'art. Élodie découvrait avec surprise qu'ils partageaient de nombreuses affinités, bien au-delà de ce qu'elle aurait imaginé. Jamais au bureau il n'avait eu de telles conversations. Vers minuit, elle étouffa un bâillement. « Je vous ai fatigué avec mes théories sur le nouveau roman français », s'excusa Julien. « Non, c'était passionnant, mais la journée a été longue. » Il se leva immédiatement. « Bien sûr, je vous raccompagne à votre chambre. » Ils traversèrent la maison silencieuse, leurs pas étouffés par les tapis anciens. Devant la porte de la suite bleue, Julien s'arrêta. « Bonne nuit, Élodie. J'ai vraiment apprécié cette soirée. »« Moi aussi, » admit-elle avec sincérité. Il s'approcha d'elle, lentement, lui laissant le temps de se dérober si elle le souhaitait. Puis, avec une douceur inattendue, il posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut bref, presque chaste, mais chargé d'une promesse qui fit battre le cœur d'Élodie plus vite. « À demain », murmura-t-il avant de s'éloigner. Élodie entra dans sa chambre, ferma la porte et s'y adossa, les yeux fermés, essayant de calmer les battements de son cœur. Ce qui lui arrivait dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. En 3 ans, elle avait appris à admirer l'intelligence et la détermination de Julien Moreau. Mais jamais elle n'aurait cru pouvoir être attirée par lui de cette façon. Et pourtant,
Ce soir, sous les étoiles de Provence, quelque chose avait changé. La question était de savoir si ce changement était réel, ou simplement le fruit d'un cadre enchanteur et d'une mise en scène parfaite. Le lendemain matin, Élodie se réveilla avec les premiers rayons du soleil qui filtraient à travers les voilages. Elle resta un moment allongée, savourant le silence paisible de la campagne provençale, si différent du vacarme parisien. Après une douche revigorante, elle s'habilla simplement, un jean, un chemisier blanc, des sandales confortables, et descendit prendre son petit déjeuner. Dans la salle à manger, une table était dressée près de la fenêtre, avec un mot de Julien posé contre une carafe de jus d'orange frais. « Parti tôt pour ma réunion, de retour pour le déjeuner. Antoine est à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. À tout à l'heure. J. » Elle s'installa, savourant la vue sur le jardin où un jardinier taillait déjà les haies de buis avec une application méticuleuse. Antoine apparut presque immédiatement, comme s'il avait un sixième sens pour deviner les besoins des hôtes. « Bonjour, mademoiselle. Que souhaitez-vous pour votre petit déjeuner? Un café et quelques fruits seraient parfaits. Merci. Tout de suite, mademoiselle. » Pendant qu'elle déjeunait, Élodie réfléchit à sa situation. Cette parenthèse provençale était comme un rêve éveillé, mais la réalité finirait par la rattraper. Que ferait-elle si Julien maintenait sa proposition à la fin de la semaine? Et si elle refusait, comment reprendrait-elle le cours de sa vie professionnelle après avoir été licenciée de manière si inhabituelle? Ses pensées furent interrompues par la sonnerie de son téléphone. C'était Sophie. « Alors ?» demanda son amie sans préambule. « Comment se passe ton enlèvement consentant par le millionnaire le plus sexy de Paris ?» Élodie rit malgré elle. « C'est déconcertant. » « Déconcertant comment? Château hanté déconcertant ou Christian Grey déconcertant? Ni l'un ni l'autre. C'est juste que il n'est pas du tout comme je l'imaginais en dehors du bureau. »« Raconte !» Élodie lui décrivit le mas des oliviers, les attentions de Julien, leur conversation de la veille, omettant volontairement le baiser de la fin de soirée. « Et il t'a vraiment offert une robe? C'est tellement romantique !»« C'est surtout présomptueux, » corrigea Élodie, « mais je dois admettre qu'elle est magnifique. Tu commences à tomber sous son charme, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Sophie. Tout est si différent ici. Il est différent. Plus accessible, plus humain. Ma chérie, tu es en train de vivre le fantasme ultime de millions de femmes. Le patron sexy qui te déclare sa flamme et t'emmène dans son château. Profitant. Ce n'est pas un château. C'est une bastide. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander si tout cela est réel. Que veux-tu dire? Et si c'était juste une mise en scène? Une stratégie pour obtenir ce qu'il veut? Sophie soupira à l'autre bout de la ligne. Élodie Martin, tu es la personne la plus méfiante que je connaisse. Cet homme t'offre la lune et toi, tu cherches le piège. C'est que j'ai travaillé pour lui pendant 3 ans. J'ai vu comment il négocie, comment il obtient toujours ce qu'il veut. Alors teste-le, mets-le à l'épreuve. Vois s'il est sincère. Comment? Je ne sais pas, moi. Demande-lui de faire quelque chose qu'il ne ferait jamais normalement. Vois s'il est prêt à sortir de sa zone de confort pour toi. Après avoir raccroché, Élodie médita sur cette suggestion. Sophie n'avait pas tort. Si elle voulait connaître le véritable Julien Moreau, elle devait le pousser au-delà des dîners aux chandelles et des cadeaux luxueux. Elle passa le reste de la matinée à explorer la bibliothèque de la Bastide, une pièce confortable aux murs entièrement couverts de livres. Elle y découvrit avec surprise une collection impressionnante de poésie française et étrangère, des romans classiques en éditions originales, et même quelques bandes dessinées soigneusement rangées. Vers midi, elle entendit le bruit d'une voiture dans l'allée. Par la fenêtre, elle aperçut Julien descendant d'une Aston Martin décapotable de couleur vert foncé. « Une voiture de James Bond », murmura-t-elle avec un sourire ironique. Évidemment. Elle le rejoignit sur la terrasse, où Antoine avait déjà dressé la table pour le déjeuner. Julien l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Élodie. J'espère que votre matinée a été agréable. »« Très. J'ai découvert votre bibliothèque. Elle est impressionnante. »« Merci, c'est mon refuge quand je viens ici. » Il portait un costume clair qui lui donnait un air plus détendu qu'à Paris, mais qui restait indéniablement élégant. Son bronzage s'accentuait sous le soleil provençal, faisant ressortir le gris de ses yeux. Le déjeuner fut léger, une salade niçoise et des fruits frais, car Julien avait prévu de l'emmener en excursion tout l'après-midi. « Où m'emmenez-vous » demanda Élodie alors qu'il montait dans l'Aston Martin. « D'abord à Aix, pour vous montrer quelques endroits qui me sont chers. Puis, si nous avons le temps,
jusqu'à un petit village dans le Luberon. La route sinueuse qui descendait du mas des Oliviers offrait des vues spectaculaires sur la vallée. Julien conduisait avec assurance, manipulant les vitesses de la puissante voiture avec une aisance qui témoignait d'une longue habitude. Aix-en-Provence les accueillit dans un tourbillon de couleurs et de senteurs. Julien se gara près du cours Mirabeau, l'artère principale de la ville, bordée de platanes centenaires et de terrasses de cafés animés. « Je vais vous montrer mon ex », annonça-t-il en lui prenant spontanément la main. Ce geste, si naturel et pourtant si intime, troubla Élodie, mais elle ne retira pas sa main. Ils déambulèrent dans les ruelles pavées du vieil Aix, Julien jouant le guide avec enthousiasme. Il lui montra d'abord la cathédrale Saint-Sauveur, un édifice imposant mêlant style roman et gothique. À l'intérieur, il s'attarda devant le triptyque du buisson ardent, lui expliquant avec passion les détails de cette œuvre du XVe siècle. « Je ne vous imaginais pas amateur d'art religieux », commenta Élodie, surprise par ses connaissances. « J'apprécie l'art sous toutes ses formes, et celui-ci raconte une histoire de foi et de persévérance qui me touche. » Ils poursuivirent leur visite par les hôtels particuliers du quartier Mazarin, puis s'arrêtèrent devant une librairie ancienne, à la devanture défraîchie. « C'est ici que j'ai acheté mon premier livre rare », expliqua Julien. « J'avais 19 ans, j'étais étudiant à Aix. J'ai dépensé toutes mes économies pour une édition originale des Fleurs du Mal de Baudelaire. Vous étiez étudiant ici ? À Sciences Po Aix, oui, avant HEC et Harvard. » Cette révélation surprit Élodie. Elle connaissait son parcours académique, bien sûr, mais ne l'avait jamais imaginé en étudiant provençal, flânant dans ces ruelles ensoleillées. Ils entrèrent dans la librairie, où un vieil homme à lunettes accueillit Julien comme un vieil ami. « Monsieur Moreau, quelle bonne surprise !»« Bonjour, monsieur Fabre, je vous présente Élodie Martin. » Le libraire lui serra la main avec un sourire chaleureux. « Enchanté, mademoiselle. Monsieur Moreau est l'un de mes clients les plus fidèles. » Pendant que Julien discutait avec le libraire de nouvelles acquisitions, Élodie parcourut les rayonnages, humant l'odeur caractéristique des vieux livres. Elle tomba sur un recueil de poésie d'Anna de Noailles, une édition de 1920 magnifiquement reliée. « Vous avez bon goût », remarqua Julien en la rejoignant. Anna de Noailles était une poétesse remarquable, bien que souvent négligée aujourd'hui. Sans hésiter, il acheta le recueil et le lui offrit, malgré ses protestations. « Considérez-le comme un souvenir d'Aix », insista-t-il. Leur promenade les conduisit ensuite à une petite place ombragée où se dressait un café à l'ancienne avec une terrasse fleurie. « C'était mon repère d'étudiant », expliqua Julien. « J'y ai révisé tous mes examens. » Ils s'installèrent à une table, commandant des cafés et une assiette de calisson, ces confiseries en forme de losange, spécialité d'Aix. « Vous semblez très attaché à cette ville », observa Élodie. « C'est ici que j'ai commencé à devenir moi-même, loin de l'influence de mon père. J'ai découvert la liberté, l'art, la littérature et aussi l'amour. Votre premier amour était d'ici ?» Il sourit, le regard perdu dans ses souvenirs. « Léa, elle étudiait l'histoire de l'art. Elle m'a ouvert les yeux sur tant de choses. Que lui est-il arrivé? Elle est partie à Florence pour un stage et a rencontré un restaurateur d'art italien. L'histoire classique. » Élodie nota l'ironie douloureuse dans sa voix. Une deuxième femme qui l'abandonnait pour un Italien après sa mère. Cela expliquait bien des choses sur ses réticences à s'engager émotionnellement. « Et vous n'avez jamais été tenté de revenir vivre ici ?» demanda-t-elle. « Parfois, mais ma vie est à Paris, mes affaires, mes responsabilités. »« Vos responsabilités » répéta-t-elle. « C'est ce qui vous définit ?» Il la regarda, surpris par la question. « Pas uniquement. Mais c'est une grande partie de qui je suis. Et si vous deviez choisir entre vos responsabilités et autre chose, quelle autre chose ?» Elle hésita, puis se lança, se rappelant le conseil de Sophie de le mettre à l'épreuve. Le bonheur, la simplicité, une vie moins programmée. Il resta silencieux un moment, réfléchissant sérieusement à sa question. « Je ne sais pas », admit-il finalement. « Je n'ai jamais eu à faire ce choix. Et si je vous le demandais ?» Leurs regards se croisèrent et Élodie vit une lueur d'incertitude traverser les yeux gris de Julien. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait véritablement déstabilisé. « Vous me demanderiez d'abandonner tout ce que j'ai construit. Peut-être pas tout, mais de reconsidérer vos priorités, de faire une place pour autre chose. Pour vous, pour nous, si jamais il devait y avoir un « nous ». Julien prit sa main sur la table, la serrant doucement. « Élodie, si vous acceptez ma proposition, je suis prêt à faire tous les compromis nécessaires. Ma vie ne sera plus jamais la même, de toute façon.
avec ou sans vous. Cette réponse, à la fois sincère et évasive, la laissa perplexe. Était-il vraiment prêt à changer ou simplement à lui faire une place dans son monde soigneusement ordonné? Le soleil commençait à décliner quand ils quittèrent Aix. Julien proposa de reporter la visite du village du Luberon au lendemain, et ils prirent directement la route du retour vers le mas des Oliviers. Alors qu'ils roulaient en silence, bercés par le ronronnement du moteur, Élodie médita sur cette journée. Julien lui avait montré une facette de lui-même qu'elle ne soupçonnait pas, l'étudiant passionné de littérature, l'amateur d'art, l'homme capable de nostalgie et d'émotion. Mais la question fondamentale demeurait, pouvait-elle réellement envisager une vie avec lui? Et surtout, était-il sincère dans sa démarche ou jouait-il simplement un rôle pour la séduire? La réponse se cachait peut-être dans les jours à venir, dans les épreuves subtiles auxquelles elle le soumettrait, dans les moments de vérité qu'il partagerait. Car au fond, n'était-ce pas là le véritable enjeu de cette semaine provençale? Découvrir si derrière le masque du PDG impitoyable et celui de l'amoureux transi se cachait un homme avec lequel elle pourrait partager sa vie. Le 3e jour de leur séjour en Provence s'annonçait différent des précédents. Dès le matin, le ciel s'était couvert de nuages sombres et une lourdeur inhabituelle pesait dans l'air, présage certain d'un orage. Les orages provençaux peuvent être spectaculaires, expliqua Julien lors du petit déjeuner qu'ils prenaient ensemble sur la terrasse couverte. Violent mais bref, d'ici ce soir, le ciel sera à nouveau dégagé. Élodie observa les nuages qui s'amoncelaient au-dessus des collines. Il y avait quelque chose d'approprié dans cette météo changeante, un reflet de sa propre confusion intérieure. « Quels sont vos projets pour aujourd'hui » demanda-t-elle. « J'ai annulé ma sortie dans le Luberon vu le temps. Je pensais rester ici, travailler un peu ce matin. Et cet après-midi, peut-être pourrions-nous profiter de la bibliothèque. Il n'y a rien de plus agréable que de lire pendant un orage. » Cette perspective d'une journée paisible plut à Élodie. Ces 2 premiers jours avaient été riches en découvertes et en émotions. Un moment de calme lui permettrait de faire le point. Après le petit déjeuner, Julien se retira dans son bureau pour quelques appels professionnels et Élodie décida d'explorer un peu plus la Bastide. Au détour d'un couloir du 1er étage, elle découvrit une pièce qu'elle n'avait pas encore remarquée, une sorte de petit salon dont la porte était entr'ouverte. Poussée par la curiosité, elle entra. C'était une pièce lumineuse malgré le ciel menaçant, avec de grandes fenêtres donnant sur la vallée. Les murs étaient recouverts de photographies encadrées, des paysages pour la plupart, mais aussi quelques portraits. Elle s'approcha, intriguée. Un cliché en noir et blanc attira particulièrement son attention. Une femme d'une grande beauté, aux longs cheveux noirs et aux yeux clairs, tenant dans ses bras un petit garçon d'environ 3 ans qui souriait à l'objectif. « Ma mère et moi ». La voix de Julien la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, l'observant avec une expression indéchiffrable. « Je suis désolé, je ne voulais pas être indiscrète », s'excusa Élodie. « Ne vous excusez pas. Cette maison est ouverte pour vous. » Il s'approcha et prit délicatement le cadre entre ses mains. « C'est la dernière photo que nous avons prise ensemble avant qu'elle ne parte. Elle est très belle. Elle l'était, oui. Elle l'est toujours, j'imagine, quelque part en Italie. Vous n'avez jamais repris contact avec elle. » Il reposa la photo avec un soin qui trahissait son attachement. « Non, elle a fait son choix il y a longtemps. » Élodie remarqua d'autres photos. Julien adolescent avec son père, un homme au visage austère, Julien en tenue de remise de diplôme à Harvard, Julien plus jeune souriant aux côtés d'une jeune femme brune devant la fontaine de la Rotonde à Aix. « Léa » demanda-t-elle en désignant cette dernière photo. Il acquiesça, surpris qu'elle ait deviné. « Vous semblez heureux sur cette photo » observa-t-elle. « Je l'étais. Naïvement, peut-être. » Il y avait une douleur contenue dans sa voix, une blessure ancienne qui n'avait jamais complètement guéri. Élodie comprit soudain que ces 2 abandons, celui de sa mère et celui de son premier amour, avaient profondément façonné l'homme qu'il était devenu. Un grondement sourd retentit au loin. L'orage approchait. « Venez » dit Julien en lui tendant la main. « J'aimerais vous montrer quelque chose. » Il la conduisit à travers la Bastide jusqu'à une porte qui donnait sur l'arrière de la propriété. Là, un petit sentier serpentait à travers les oliviers jusqu'à une cabane rustique perchée dans un arbre centenaire. « Ma cabane d'enfant », expliqua-t-il avec un sourire presque timide. « Enfin, pas exactement. Je l'ai fait construire quand j'ai acheté la propriété. Une fantaisie d'adulte pour rattraper une enfance trop sérieuse. » Il grimpa l'échelle avec agilité et l'invita à le suivre.
La cabane était simple mais confortable, avec un plancher solide, 2 fauteuils en osier et une petite table. Les ouvertures sans vitres offraient une vue imprenable sur la vallée où l'orage commençait à déployer son spectacle. « C'est mon refuge », confia-t-il en s'asseyant. « Quand les responsabilités deviennent trop lourdes, je viens ici. » Élodie prit place dans le second fauteuil, touchée par cette confidence. Julien Moreau, le redoutable homme d'affaires, avait besoin d'une cabane dans un arbre pour échapper à sa propre vie. « Vous ne montrez jamais cette facette de vous-même à Paris, » dit-elle doucement. « Comment le pourrais-je? Le monde des affaires ne pardonne pas la vulnérabilité. » Un éclair zébra le ciel, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. L'orage était maintenant au-dessus d'eux. « Êtes-vous toujours aussi compartimenté ?» demanda Élodie, élevant légèrement la voix pour couvrir le bruit de la pluie qui commençait à tomber avec force. « Un personnage pour le bureau? Un autre pour la Provence ?» Il la regarda longuement avant de répondre. « Pendant longtemps, oui, c'était plus simple ainsi, mais ces derniers mois, les frontières sont devenues plus floues. Depuis votre problème cardiaque, depuis que j'ai commencé à vous voir différemment. » Cette réponse la prit au dépourvu. Elle détourna le regard, observant les trombes d'eau qui transformèrent le paysage en une aquarelle aux contours indistincts. « Et comment me voyez-vous exactement? Comme la femme qui a fait vaciller toutes mes certitudes. » L'intensité de son regard la troubla profondément. Il y avait dans ses yeux gris une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une sincérité désarmante. Un nouvel éclair illumina la cabane, révélant pendant une fraction de seconde les traits tendus de Julien. Le tonnerre qui suivit fut si puissant qu'Élodie sursauta. Sans réfléchir, elle saisit la main de Julien. Il entrelaça ses doigts aux siens, ce contact simple créant entre eux une intimité nouvelle. Ils restèrent ainsi main dans la main, observant en silence le déchaînement des éléments. « J'ai peur », admit soudain Élodie à mi-voix. « De l'orage ? De ce qui est en train de se passer entre nous ?» Il serra doucement sa main. « Moi aussi. » Cette admission de sa part la surprit. Julien Moreau n'était pas du genre à reconnaître ses peurs. « Vraiment ? Vous êtes la seule personne qui pourrait vraiment me blesser, Élodie, parce que vous êtes la seule qui ait vu au-delà des apparences. » La pluie redoublait d'intensité, créant une barrière liquide autour de leur refuge. Isolés du monde, ils semblaient suspendus dans une bulle temporelle, loin des conventions et des attentes. « Je ne suis pas sûr de pouvoir être celle que vous imaginez, » confessa Élodie. « L'épouse parfaite, la compagne idéale. Je ne cherche pas la perfection. Je vous cherche vous, avec vos doutes, vos contradictions, votre franc-parler qui me désarçonne parfois. » Il se pencha vers elle, leur visage soudain très proche. « Si je voulais une femme docile et conventionnelle, je n'aurais pas licencié la meilleure assistante que j'ai jamais eue. » Cette remarque la fit sourire malgré elle. C'était une décision professionnellement discutable, mais personnellement essentielle. Leurs regards se croisèrent et le temps sembla s'arrêter. Dehors, l'orage atteignait son paroxysme, mais dans la cabane, une autre forme de tension électrique se développait. Ce fut Élodie qui franchit l'espace entre eux, poussée par une impulsion qu'elle ne chercha pas à analyser. Ses lèvres trouvèrent celles de Julien dans un baiser d'abord hésitant, puis de plus en plus assuré. Il répondit avec une passion contenue, comme s'il craignait de l'effrayer. Ses mains encadrèrent son visage avec une tendresse qui contrastait avec l'image de l'homme d'affaires implacable qu'elle connaissait. Lorsqu'ils se séparèrent, le souffle court, la pluie avait commencé à diminuer. Un rayon de soleil perçait déjà entre les nuages qui s'éloignaient. « Les orages provençaux », murmura Julien. Violent mais bref. Il y avait quelque chose de métaphorique dans cette remarque qui les fit sourire tous les deux. « Nous devrions rentrer », suggéra-t-il en se levant. « Vous allez prendre froid. » Ils redescendirent de la cabane et coururent vers la Bastide sous les dernières gouttes de pluie. L'air s'était rafraîchi et un parfum de terre mouillée et d'herbes aromatiques imprégnait l'atmosphère. De retour à l'intérieur, ils se séchèrent rapidement. Antoine, toujours attentif, avait allumé un feu dans la cheminée du salon et préparé du thé chaud. Assis devant l'âtre, une tasse fumante entre les mains, Élodie observa Julien qui contemplait les flammes, pensif. Ce baiser avait changé quelque chose entre eux, rendant plus concrète la possibilité d'un avenir commun. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle doucement. Il se tourna vers elle, son visage éclairé par les flammes dansantes. « Je me demandais comment j'ai pu travailler à vos côtés pendant 3 ans sans réaliser ce que je ressentais vraiment. Peut-être parce que vous n'étiez pas prêt à le voir. Ou peut-être parce que j'avais peur de ce que cela impliquerait. Et maintenant? Maintenant j'ai encore plus peur, mais d'une façon différente. » Il posa sa tasse et prit sa main.
Élodie, je ne suis pas un homme facile. J'ai des défauts, des habitudes ancrées, un caractère que beaucoup trouvent difficile. Mais avec vous, je veux essayer d'être meilleur. Elle sentit son cœur s'accélérer face à cette déclaration sincère. Je ne vous demande pas d'être différent, juste d'être vrai. Je le suis à cet instant précis, plus que je ne l'ai jamais été. Il se pencha et l'embrassa à nouveau, scellant cette promesse de sincérité. Le reste de la journée se déroula dans une atmosphère de complicité nouvelle. Ils passèrent des heures dans la bibliothèque, lisant côte à côte, partageant des passages qui les touchaient, discutant de littérature